Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire consacré à l'attractivité du bâtiment. C'est d'ailleurs un sujet que nous aurons l'occasion d'approfondir lors des assises du bâtiment organisées par la FRB Bretagne le 8 avril prochain. J'en toucherai un mot en conclusion. Ce matin, nous allons donc nous interroger sur comment on peut améliorer la promotion du secteur du bâtiment ainsi que les entreprises qui le composent. Pour répondre à cette question, nous porterons un regard croisé sur les observations et les préconisations de deux études récentes. Deux études qui portent sur le sujet de l'attractivité, mais qui l'abordent sous un angle différent, avec des cibles et des objectifs distincts. La première étude, réalisée par la Fédération française du bâtiment, se penche sur le public jeune. Quels dispositifs pouvons-nous déployer à destination de ces derniers pour favoriser les vocations vers le secteur, pour revaloriser notre image? La deuxième étude, pilotée par la cellule économique de Bretagne, se concentre sur les personnes qui ont déjà un pied dans le secteur du bâtiment, à savoir les entrants. Il s'agit de voir quels outils peuvent être mis en place pour que la rencontre entre l'entreprise et l'entrant, l'entreprise et le candidat soit la plus concluante possible. Ce webinaire durera environ 1 heure et sera disponible en replay. Durant toute cette séquence, n'hésitez pas à réagir via l'onglet situé à droite de votre écran et à poser vos questions. On prévoit des temps pour pouvoir y répondre. Nous allons débuter ce webinaire par la présentation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, je vais débuter. Claire Villelaise, je suis responsable emploi formation à la Fédération du bâtiment de Bretagne et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant ce webinaire en tant qu'animatrice. Anouk, je te laisse la parole. Oui, merci Claire. Donc Anouk Legac, chargée de projet formation à la Fédération française du bâtiment. Et j'ai notamment piloté l'étude sur les facteurs d'attractivité du secteur du bâtiment sur une cible jeune. Merci Anouk. Rachel, je te laisse poursuivre. Bonjour à tous, donc Rachel Montier, chargée d'intelligence économique de la cellule économique de Bretagne. J'ai pu participer à l'étude quels nouveaux besoins ou compétences dans le secteur du bâtiment en Bretagne. Donc voilà. Merci Rachel. Et Christelle? Bonjour à tous, Christelle Pasquet, chargée d'études à la cellule économique de Bretagne. J'ai participé aussi à cette étude sur la partie quantitative. Merci à toutes les trois. Alors, comment ce webinaire va se dérouler? Avec Anouk et Rachel, nous allons décortiquer cette notion d'attractivité sous l'angle d'un processus. Comme vous pouvez le voir sur la slide qui vous est présentée, c'est un processus qui va de l'orientation à l'intégration en passant par les phases de formation et de recrutement. Pour chacune de ces étapes, Anouk et Rachel vont nous proposer des pistes d'action, des outils à mettre en place. En introduction, nous allons d'abord nous focaliser sur nos deux publics cibles, à savoir les jeunes et les entrants. Ce webinaire se conclura ensuite par les réponses à vos questions. Sans plus attendre, je laisse la parole à Anouk puis à Rachel qui, à tour de rôle, vont nous présenter le cadre et la méthodologie de leurs études. Merci Claire. Donc en effet, il y a une étude qui a été menée en 2020 dans le cadre du PIC. Donc le PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences. La FFV a conclu un EDEC avec la DGEFP, le ministère du Travail, en 2019, dans lequel on a intégré un axe sur le déploiement de travaux pour aider les entreprises du secteur du bâtiment à recruter. Donc à partir de là, la FFV et les parties prenantes de l'étude ont décidé de lancer une étude sur les facteurs d'attractivité du secteur auprès de la cible jeune. Donc l'étude avait un double objectif. Le premier, c'était d'étudier l'attractivité du secteur auprès des jeunes, puis de réaliser des préconisations d'outils de promotion des métiers adaptés aux jeunes de la génération Z. Donc pour votre bonne information, la cible étudiée, c'était les collégiens en 5e, 4e, 3e en cours d'orientation, les lycéens en enseignement général, technologique et professionnel, mais aussi les diplômés en dernière année de formation. Et on entend par jeune, donc tout individu n'ayant jamais exercé une activité professionnelle. Il y a 4 temps forts qui ont marqué l'étude. Le premier temps fort, c'était le prestataire qui a effectué une analyse documentaire des études existantes et une analyse également de la e-réputation du secteur. En parallèle, il y a eu 45 personnes au total réparties sur le territoire qui ont été interviewées, donc des acteurs tels que les entreprises du bâtiment, des acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle, des écoles, des établissements scolaires de formation, des CFA, des acteurs publics, l'AFFB et son réseau régional et départemental, dont l'AFFB Bretagne, et sans oublier les jeunes et leurs familles. Puis, le prestataire a ensuite dressé 4 personae réalisés sur la base des entretiens et des focus group. Et la dernière partie de l'étude est consacrée à la proposition d'un ensemble de préconisations différenciées
selon les cibles et les leviers d'attractivité pour développer justement l'attractivité de notre secteur. Donc, pour conclure, les principaux enjeux de l'étude, c'était de comprendre et de recueillir les perceptions de chacun sur les moyens et les leviers pour accroître l'attractivité de notre secteur du bâtiment, mais aussi de comprendre les actions et les moyens activés par ces différents acteurs pour attirer des profils jeunes dans nos filières, dans nos entreprises, et surtout d'identifier les synergies à mettre en place pour y arriver. Voilà ce que je peux dire sur l'étude. De notre côté, à la cellule économique de Bretagne, on a donc réalisé une étude qui a été retenue en 2019 dans le cadre du contrat plan État-région. L'objectif de cette étude était d'apporter une vision prospective sur les besoins et compétences des entreprises du bâtiment dans le contexte actuel et global de mutation importante du secteur. Dans cette étude, on a réalisé 2 volets, je dirais. Un premier volet qui est quantitatif, avec une analyse d'une base d'offres d'emploi récoltée pendant 2 ans sur le secteur. De cette base d'emploi, on a identifié plusieurs critères, donc la localisation de ces offres d'emploi, le type de contrat qui est proposé, la durée de ces contrats, le diplôme mentionné dans l'offre d'emploi, le niveau d'expérience requis pour le poste et enfin les compétences savoir-être qui sont demandées ou pas d'ailleurs au sein de l'offre d'emploi. Ensuite, on a mené un volet plus qualitatif, qui s'est appuyé sur l'organisation de 2 premiers focus group, l'un avec des chefs d'entreprise et des responsables RH d'entreprises du bâtiment en Bretagne, et un autre avec des entrants du secteur. Donc par entrant, on comprend des apprentis, des lycéens, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle, par exemple. Donc, dans ces 2 focus group, l'objectif était d'appréhender au plus près les attentes des participants concernant 3 points. Donc, c'était 2 focus group en miroir, on leur a posé exactement les mêmes questions. Le premier point concernait la vision du bâtiment de demain à moyen et long terme et les conséquences que cette vision ont sur leur activité professionnelle et auront dans le futur. Ensuite, on les a questionnés sur la vision du salarié idéal du point de vue de l'employeur. Là, l'objectif, c'était de comprendre quelles étaient les attentes des entreprises sur les salariés, mais aussi de comprendre les attentes auxquelles les entrants pensaient devoir répondre. Les entrants nous ont également présenté leur portrait de l'employeur idéal afin de comprendre quelles étaient leurs attentes du rôle de cet employeur. Et enfin, on les a questionnés sur la rédaction d'une offre d'emploi idéale afin de comprendre quelles étaient pour chacun des groupes les caractéristiques qu'ils attendaient dans cet objet du recrutement. Et à la suite de ces 2 focus group, on a organisé une réunion pour mettre en perspective les 2 points de vue et on a identifié des leviers pour répondre aux attentes donc des entrants et des entreprises dans le recrutement, je dirais, de manière globale. Et on a réalisé une cartographie afin d'identifier la faisabilité et l'influence de chacun des leviers identifiés pour un meilleur recrutement en entreprise. Mais merci à toutes les 2. Donc, en introduction et avant de se plonger au cœur du processus de l'attractivité, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à ces 2 populations cibles, donc à savoir les jeunes pour l'étude d'Anouk et les entrants pour l'étude de Rachel. On va se demander quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs représentations. Anouk, je te laisse la parole sur les aspirations des jeunes. Merci Gabi. Alors en effet, les résultats de l'étude montrent que les jeunes ont des aspirations variées. Pour les jeunes de PTS, par exemple, les éléments déterminants pour eux sont le salaire, la carrière et les responsabilités. Pour les collégiens qui n'ont pas encore tous défini leur projet professionnel, ils sont davantage attirés par le sens et le salaire, tandis que pour les jeunes suivis en mission locale, ce sont pour eux plus les responsabilités et l'esprit d'équipe qui ressortent en priorité. Mais au total, quand même, les aspirations portent principalement sur 3 facteurs, donc le sens, les responsabilités et le salaire. On a aussi 4 autres éléments qui ressortent de manière unanime. Exercer un métier qui a un impact environnemental n'est pas une priorité. On sait aussi que dans la plupart des cas, l'intérêt dans le travail prime sur le salaire et que les jeunes sont nombreux à vouloir diriger ou créer leur entreprise. Et pour finir, on peut vous dire aussi qu'ils sont également nombreux à vouloir travailler à l'étranger. Donc l'étude a mis également en avant comment s'orientait le choix des jeunes pour choisir un métier. Donc ce qu'il en ressort, c'est que lors du choix d'orientation, les métiers cités sont généralement soit des métiers occupés par un proche du jeune, dont ils peuvent voir la réalité, ou alors un métier médiatisé et valorisé par la société, par exemple le métier de chirurgien, d'architecte ou de styliste. Et ainsi que l'importance pour eux de pouvoir expérimenter, même sur une courte durée.
Merci Anouk. En complément, peux-tu également nous éclairer sur les représentations des jeunes et notamment l'impact que ça a sur leur orientation? Oui, alors l'analyse documentaire, elle a mis en avant les représentations sociales comme une dimension clé de l'attractivité du secteur. On a réalisé des entretiens et ces derniers ont mis en avant le fait que les représentations sociales ont des répercussions majeures sur l'orientation des jeunes vers le secteur et leur formation. Si certaines d'entre elles sont positives, d'autres encore aujourd'hui répandues malheureusement auprès des jeunes peuvent agir comme des freins à l'attractivité du secteur. On a demandé à des jeunes rencontrés lors d'un salon d'étudiants quelle était leur perception du bâtiment en 3 mots. Et généralement, ils nous répondent physique, des employés machos, usants et mal payés. Voilà, donc bon. Malgré les nombreux efforts développés par l'ensemble des acteurs du bâtiment, toutes les typologies d'acteurs interrogés s'accordent quand même sur la persistance des préjugés et qui ont des effets sur différents niveaux de représentation sociale. Donc le premier, donc les représentations de soi. Donc qu'est-ce que c'est une représentation de soi? C'est l'identité personnelle ou la comparaison à d'autres individus, un groupe de pairs. Travailler dans le bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quelle image auront les autres de moi? Eh bien, sachez que l'étude, elle met en avant que malheureusement, l'orientation vers le bâtiment est encore fortement corrélée à de mauvais résultats scolaires. Du coup, les jeunes développent des mécanismes de différenciation ou de mise à distance des représentations et du coup peuvent refuser de s'orienter vers notre secteur du fait de la connotation péjorative. Sinon, donc au niveau des représentations du travail, donc qu'est-ce que c'est une représentation du travail? C'est la projection vers l'autre en s'identifiant au travailleur et en se confrontant en fait au travail. Et écoutez, les acteurs interrogés soutiennent que certains stéréotypes perdurent au sein du secteur. Ils sont majoritairement de 2 ordres. Donc le premier, c'est que c'est un secteur composé d'hommes qui permet peu aux femmes de se projeter en s'identifiant à des travailleuses du secteur. Donc c'est assez problématique. Puis aussi, c'est un secteur où la pénibilité du travail serait accrue, avec un port de charge, un éloignement géographique à cause des chantiers, le fait de travailler en extérieur et tout cela soumis aux conditions météorologiques. Voilà. Donc ces stéréotypes perdurent. Ça a un effet peu attractif sur notre secteur. Mais bon, malgré tout, malgré ces perceptions négatives persistantes, nombreuses personnes interrogées quand même nous disent et évoquent l'amélioration des conditions de travail, notamment en termes de port de charge, commence à faire changer un peu la donne. Voilà, Clémence. Alors, en effet, je vais rebondir sur tes derniers propos, Anouk. Nous aussi, dans l'enquête, la question de la santé et de la sécurité était une préoccupation forte des personnes enquêtées. En effet, quand on a demandé aux entrants de décrire ce qu'ils attendaient de l'employeur idéal, ils nous ont précisé en tout cas que ce dernier devait être garant de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ce rôle, il concerne des obligations en termes de sécurité et santé, donc les obligations légales, mais aussi de fournir le matériel nécessaire à la bonne exécution des tâches, mais en allant plus loin, d'être également en veille sur les dernières innovations et à l'écoute d'un meilleur confort au travail pour ses salariés. Donc on voit que c'est quand même un point qui est important. Après, si on compare plus largement la représentation que tu as fait du secteur par les jeunes à la vision qui a été faite par les entrants, on s'aperçoit qu'il y a un delta qui est quand même assez fort. Nous, on leur a demandé d'écrire ce qui était pour eux le salarié idéal et on s'aperçoit que ce salarié idéal pour les entrants du secteur, il doit être compétent, il doit être curieux, il doit être capable de s'adapter. Il doit être sérieux et motivé. Et on voit bien que ces qualités qui sont plutôt comportementales, elles prennent le pas sur les compétences techniques qui sont également évoquées. Mais sur le ratio, on a un salarié qui est compétent et qui, à côté, a quand même beaucoup de compétences de savoir-être. On a également des attentes qui sont évoquées dans nos portraits des salariés idéaux que par un seul groupe. Donc pour les entreprises, le salarié idéal doit également être respectueux du cadre de l'entreprise, il doit être investi et il doit avoir des qualités de savoir-être et de faire équipe. Pour les entrants, le salarié idéal doit pouvoir gravir les échelons, gagner en expérience et en responsabilité au long de sa carrière. Merci pour ces premiers éléments. Anouk, tu as mis en avant les représentations de soi et les représentations du travail comme des facteurs qui conditionnent l'attractivité du secteur.
Dans ton étude, une troisième dimension a été identifiée. Il s'agit des représentations de l'avenir. Peux-tu nous indiquer la perception des jeunes sur ce point? Et Rachel, pourras-tu faire le parallèle avec la vision des entrants? Oui, Kirby. En effet, il y a une autre dimension qui conditionne l'attractivité du secteur. Donc, comme tu viens de le dire, c'est la représentation de l'avenir. Donc, qu'est-ce que la représentation de l'avenir? C'est en gros quelle voie choisir pour un avenir professionnel serein et qui me correspond en tant que jeune. Donc là, toutes les typologies d'acteurs interrogés mettent en avant de nombreux facteurs d'attractivité qui, selon eux, encore sont peu répandus dans les représentations que l'on fait du bâtiment. Par exemple, on ne parle pas assez des perspectives d'évolution professionnelle. L'ascenseur social fonctionne dans le BTP, et ça, on n'évoque pas assez souvent. Ou bien la possibilité d'exercer rapidement des fonctions dirigeantes. En termes de représentation, le secteur du bâtiment véhicule quand même une image positive dans la capacité à exercer ce type de fonction. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'étude révèle que 47% des jeunes de la génération Z aimeraient créer leur entreprise. Sinon, par exemple, la diversité des trajectoires de formation et professionnelle semble peu mise en avant. Il existe une vraie diversité des trajectoires offertes par le bâtiment, tout en ayant quand même la possibilité de poursuivre des études, ou alors la forte employabilité du secteur. Donc, au vu de l'ensemble des préjugés qui persistent et de la méconnaissance de la réalité des métiers et du secteur, du coup, les acteurs plébiscitent le déploiement d'une communication médiatique et institutionnelle valorisante pour le secteur afin de sensibiliser à la fois le grand public et les acteurs de l'orientation et de l'insertion. De notre côté, dans l'étude, on a également demandé aux participants de nous donner, donc c'est ce que je disais au début, leur vision du bâtiment de demain, donc du côté des chefs d'entreprise et responsables RH, mais aussi du côté des entrants, et les conséquences que ces évolutions ont ou auront sur leur métier. Et quelles sont leurs attentes au point de vue de ces évolutions. Donc, certaines évolutions sont communes aux deux groupes, parmi lesquelles on retrouve la transition environnementale du bâtiment, la numérisation du secteur, mais ils nous ont également souligné dans les deux cas que ce secteur du bâtiment est générateur d'emplois sur le moyen et le long terme. Et cette création d'emplois, elle est à mettre en parallèle avec l'évolution des compétences de l'appareil de production, qui est à venir, mais aussi dès à présent dans la carrière de ces entrants et tout au long de leur carrière professionnelle. On a des visions qui sont également spécifiques à un seul groupe, donc ou les entreprises ou les entrants. Pour les entrants, par exemple, ils voient également les évolutions de leur confort au travail, donc l'innovation avec des innovations matérielles et techniques, mais également des évolutions de carrière. Donc on retrouve un peu les propos d'Anouk avec une volonté d'évoluer professionnellement au sein du secteur et parfois aussi de devenir chef de leur propre entreprise. Pour les entreprises, on est face à une vision qui est davantage économique du bâtiment, avec un marché du bâtiment qui reste dynamique, mais des évolutions de marché et des besoins des consommateurs actuellement sur l'objet bâtiment. Merci à toutes les deux pour ces propos. Alors, on va vous proposer avec Christelle un premier sondage avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, si on reprend Anouk, ton intervention, pour les jeunes, le bâtiment, c'est physique, des employés machos, usants et mal payés. Est-ce que, selon vous, cette image est partagée par le grand public? Donc, Christelle, si tu peux poser le question dans la partie sondage. Et puis, on invite tous les participants à nous répondre à cette question. On va vous laisser peut-être 2-3 minutes et en attendant, on va poursuivre le déroulé du webinaire et on reviendra sur les résultats du sondage, si ça vous convient. Donc, merci à toutes les deux, en tout cas, pour ces éclairages sur la vision des jeunes et des entrants qui nous ont permis un peu de poser les bases du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comme expliqué au début de ce webinaire, nous avons pris le parti de définir l'attractivité tel un processus qui s'opère en continu avec 4 étapes clés: l'orientation, la formation, le recrutement, puis l'intégration. Nous allons d'abord échanger avec Anouk sur la première étape de ce parcours, l'orientation. Oui, alors concernant l'orientation, donc l'étude nous apprend que les facteurs déterminants sont la réputation d'un secteur ou d'un métier, tels que les conditions de travail, la rémunération, l'employabilité, les possibilités d'évolution, l'image sociale du secteur ou du métier.
Et tous ces facteurs font qu'un jeune s'oriente ou non vers le secteur. Mais aussi, on a la représentation du secteur dans la vie publique. Donc là, on a de la chance quand même parce que c'est un secteur, le secteur du bâtiment, il est assez visible. On a aussi la connaissance du secteur et de ses métiers. Et malheureusement, là, l'étude rapporte qu'il y a une méconnaissance de la réalité des métiers du bâtiment. On a aussi le poids des parents dans l'orientation, qui est un facteur à ne surtout pas négliger. Il y a aussi la qualité de l'accompagnement dans l'orientation. On s'aperçoit qu'un jeune qui a de mauvaises notes va être orienté vers du pro, sans qu'on puisse comprendre ni analyser en fait ses appétences. Et du coup, les acteurs interrogés mettent en avant que très souvent, les prescripteurs en charge de l'orientation peuvent avoir des représentations négatives du secteur du bâtiment, justement liées à une forte méconnaissance de leur part des métiers. Et pour finir, donc l'inscription aussi du secteur dans des enjeux contemporains et innovants, qui est un facteur également déterminant à l'orientation. Sinon, l'étude, elle met en avant quand même quelques idées ou de bonnes pratiques qui peuvent aider à l'attractivité du secteur. Par exemple, s'attacher à présenter le secteur et les métiers aux plus jeunes de manière ludique et concrète, mieux orienter les jeunes, mais aussi sensibiliser et outiller les acteurs de l'orientation avec des ressources renouvelées, puisqu'il y a une méconnaissance de nos métiers de la part de certains acteurs, ou alors initier au métier du bâtiment via la mise en situation professionnelle. Et aussi, il y a une dernière pratique qui ressort, c'est avoir recours à des modalités de découverte des métiers expérientiels. Par exemple, c'est emmener un jeune sur le toit d'une cathédrale quand il veut devenir couvreur. Voilà, Claire. Merci Anouk. Je vais peut-être passer la parole à Christelle. Est-ce que tu as le résultat donc de notre sondage ? Oui, alors nous avons eu 25 votes et pour 80% des votants, la réponse est oui. Cette image est plus largement partagée par le grand public. Merci Christelle. Donc, on voit comme dans l'étude d'Anouk qu'il y a un réel travail à faire de valorisation de l'image de nos métiers auprès des jeunes, mais également du grand public. On va y œuvrer. Après l'orientation, donc la deuxième clé du processus, c'est la formation. Anouk puis Rachel, pouvez-vous successivement nous en parler et dire ce que vos études ont révélé sur ce point ? Comme tu viens de le préciser, Claire-Vie, après la première étape clé de l'orientation, arrive l'étape de la formation. Et là, l'étude nous apprend que pour qu'un jeune s'oriente dans une formation, il existe des facteurs déterminants, tels que l'existence de parcours généralistes qui permettent de poursuivre des études. Le fait d'atteindre des niveaux de qualification élevés semble être un vrai facteur de levier à l'attractivité. Par exemple aussi, la connaissance en amont du secteur de ces métiers est très important. L'accompagnement du jeune tout au long de sa formation et l'adéquation de son parcours de formation avec ses appétences et ses compétences. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas négliger une sensibilisation rapide à la réalité des métiers. Parce qu'une fois la formation intégrée, les jeunes sont vraiment en attente d'expérimenter très rapidement en fait, le travail afin d'avoir une représentation précise des conditions d'exercice du métier. Sinon, on peut dire aussi qu'ils ont un besoin de s'identifier, de se projeter. Alors, par exemple, on peut faire intervenir des jeunes entrepreneurs pour parler de leur métier, qui permettrait en fait aux jeunes en formation de s'identifier et de mieux se projeter. Ce qui est important également, c'est la qualité d'intégration en entreprise, mais aussi la couverture territoriale de l'offre de formation. Voilà. Sinon, donc l'étude met en avant quelques idées ou de bonnes pratiques pour concourir à l'attractivité du secteur. Par exemple, on peut citer l'importance des actions de recrutement des jeunes en formation, donc via les portes ouvertes, les salons, pour être visible. Donc ça, il faut vraiment qu'on continue à être présent et visible sur ce type de salon. Des actions de sensibilisation et de valorisation du secteur. Là, on peut citer les Olympiades des métiers, les meilleurs ouvriers de France. Mais également, il est important de mettre en place des actions et des dispositifs d'accompagnement des élèves. Par exemple, leur faire des petits ouvrages, ferrailler des cages d'armature, monter des coffrages. Ça, c'est un effet d'action. Soit j'aime ça et je me motive pour le faire, ou soit je n'aime pas ça et du coup, je me motive pour prolonger mes études. On peut aussi penser à développer le mentorat et le tutorat entre jeunes et favoriser la mise en pratique au plus vite, comme je disais tout à l'heure, et surtout faire parler les jeunes eux-mêmes. Au sein de notre étude, la dimension formation est également ressortie comme un facteur déterminant. Nous,
on est parti du constat qui a été tiré du portrait du salarié idéal que je vous ai présenté précédemment, et on a tiré plusieurs enseignements. Donc, d'abord, l'un des enseignements, c'est qu'on est bien dans une vision du salarié qui est dans l'air du temps de la formation, et donc en adéquation avec cette dynamique actuelle de formation. Et on est également, face à des salariés aux compétences diverses et hétérogènes au sein de notre secteur. On l'a vu, la vision du salarié idéal, elle repose plus sur une question d'individu, de personnalité, que sur des compétences techniques qui lui seraient propres. Et donc, les entreprises, elles sont en attente plus d'un entrant qui est acteur, qui est engagé, plus qu'une personne qui est directement compétente à l'arrivée sur son poste. Donc, elle privilégie en tout cas aujourd'hui ce qu'on appelle les soft skills, les savoir-être aux compétences techniques. En partant de ces deux constats, on a identifié la formation initiale des pépites comme un levier d'attractivité du secteur pour les entrants. Donc, comme vous pouvez voir sur votre écran, en fait, on a mis en place une cartographie qui permet d'identifier l'influence du levier sur le recrutement en ordonnée et son niveau de faisabilité pour les entreprises en abscisse. Donc là, concernant la formation des pépites, on voit que ça a un impact fort sur le recrutement. Par contre, son niveau de faisabilité, lui, est moyen. En effet, il est difficile aujourd'hui pour les entreprises de miser sur une personne à qui il manquerait tout un pan de compétences techniques. Donc, l'un des moyens qu'on a pu identifier pour faciliter le recours à cette formation initiale des pépites, ce serait de mettre en place des dispositifs de formation activables de façon immédiate, donc par exemple avec des délais courts et des organismes de formation qui pourraient s'adapter plus rapidement à l'attente de l'entreprise qui recrute une de ces pépites. Un troisième constat qui a été tiré de notre portrait du salarié idéal, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui d'ancrer la notion d'apprendre à apprendre pour évoluer avec les mutations qui impactent le secteur. Cette notion d'apprendre à apprendre, elle implique de se réinterroger sur ce que l'on apporte à l'entreprise en tant que salarié et comment on va pouvoir aborder son métier. Là, il est nécessaire de développer une stratégie où l'entreprise est curieuse et où son salarié est curieux également. Cette notion de curiosité, pour ce faire, elle doit être insufflée à plusieurs niveaux. D'abord, au sein des organismes de formation, le salarié est curieux parce que l'entrant a pu développer sa curiosité pendant sa formation, mais également dans la fonction des managers au sein de l'entreprise qui vont pouvoir permettre aux salariés de développer cette curiosité, et enfin au sein des salariés qui, eux, doivent pouvoir avoir cette liberté. Donc, en partant de ce constat d'apprendre à apprendre, on a identifié un autre levier qui est celui des soft skills, donc des savoir-être, et plus particulièrement celui de développer la curiosité. Donc là, on peut voir que les soft skills ont une influence très forte sur le recrutement au sein du secteur, et c'est un levier qui s'avère plutôt facile à mettre en place, car c'est un levier sur lequel l'entreprise a finalement totalement la main. C'est à elle de pouvoir, elle peut se développer elle de son côté sur ses soft skills. Pour favoriser le déploiement de ce levier en entreprise, l'une des pistes que l'on a identifiées, c'est de sensibiliser les entreprises au fait qu'elles ont plus intérêt à recruter sur la base des soft skills, justement, sur la base de ses compétences savoir-être, puis à former le salarié sur la partie technique. Donc, c'est plus de la sensibilisation des entreprises du secteur pour qu'elles mettent en avant ce besoin en soft skills au sein de leur recrutement. Merci à toutes les deux. Donc, ces deux études ont clairement mis en lumière la formation comme un facteur d'attractivité du secteur. Passons désormais à la troisième étape du processus, le recrutement. Rachel, peux-tu nous expliquer comment les entreprises peuvent davantage attirer de candidats? Quelles bonnes pratiques elles peuvent mettre en place? Je vais m'appuyer sur nos focus group que l'on a mis en place pour répondre à cette question. On m'avait demandé, c'est ce que je vous ai présenté au début de ce webinaire. On a demandé aux deux focus group de nous rédiger ce qui était pour eux leur offre d'emploi idéale. Et sur la base de ces offres d'emploi, on a tiré 3 préconisations qui ont pour but d'attirer plus de candidats lors de la rédaction de ces offres, en tout cas. La première préconisation, c'est de s'adapter aux attentes des personnes en recherche d'emploi dans la rédaction des offres d'emploi. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que les demandeurs d'emploi sont
pour beaucoup issu d'une génération qu'on appelle la génération zapping, qui parcourt les offres en 15 secondes. Cette génération zapping, elle est due à deux choses. D'abord, à la masse importante d'offres d'emploi qui est accessible aujourd'hui sur tous les réseaux de recrutement, et la possibilité également d'utiliser des filtres lors de la lecture des offres, ce qui permet d'accéder uniquement aux offres qui correspondent aux critères de la personne qui est en recherche d'emploi. Donc, on voit bien par l'utilisation de ces filtres, notamment, qu'il y a un besoin de détailler dans l'offre d'emploi, quelles sont les conditions de l'emploi, afin de lister ces conditions pour que l'entrant il puisse identifier directement avec les filtres que l'offre d'emploi répond à toutes les conditions qu'il veut, mais également identifier que les deux parlent le même langage. Dans l'exercice sur les offres d'emploi, on s'est rendu compte qu'on avait des différences de vision. Par exemple, dans les missions, dans la description des missions, les entreprises, elles énumèrent très brièvement les missions qu'on va confier à la personne, de peur de l'effrayer, alors que de l'autre côté, les entrants, elles, souhaitaient que ces missions soient décrites très précisément, allant jusqu'au matériel fourni, aux perspectives d'évolution, de formation, pour pouvoir se projeter en fait sur ce poste et pouvoir savoir quelles étaient les compétences nécessaires à ces missions et qu'est-ce qu'ils allaient faire très précisément au sein de ce poste. Pour les compétences requises, on voit aussi qu'il y a une grosse différence dans la description des compétences requises pour les offres d'emploi. En effet, les entreprises précisent un diplôme si il faut avoir un socle minimum de compétences, alors que du côté des entrants, ils attendaient des compétences très précises pour le poste. Donc, quelles compétences techniques étaient demandées pour pouvoir accéder au poste, et ou le niveau d'études requis, et ou une durée d'expérience requise sur le poste. Alors, cette durée d'expérience, elle peut être sur un poste similaire, mais également sur une évolution de poste. Une autre préconisation qu'on a faite pour attirer davantage de candidats, c'était l'humanisation de l'offre d'emploi. En effet, on s'est rendu compte que les entrants étaient particulièrement attentifs à la forme de l'offre, son dynamisme, son côté humain. D'ailleurs, les offres qui provenaient d'un tiers, donc d'un cabinet ou d'une boîte d'intérim, étaient moins appréciées, ainsi que les offres qui étaient anciennes et répétitives, parce que pour elles, ça ne montrait pas un engagement de l'entreprise dans le process de recrutement. À l'inverse, le fait de se faire chasser était pour eux vu d'une très bonne façon pour les candidats. Donc là, de façon concrète, comment on peut humaniser une offre d'emploi? Ça peut être très simplement par quelques éléments qui reflètent l'organisation de l'entreprise afin de donner envie à la personne de postuler. Ça peut être présenter des chantiers emblématiques sur lesquels a pu agir l'entreprise, ou alors un parcours d'un chef d'équipe, par exemple. Là, un lien vers un site internet qui sera un portail de cette vie de l'entreprise peut être efficace pour montrer qu'est-ce qui s'y passe en réalité. On peut également ajouter dans l'offre d'emploi les modalités de recrutement, les prochaines étapes, concrètement, avec des dates très précises. Là, l'idée, c'est de rendre concrète l'offre, montrer que le process de recrutement, il est vraiment engagé de la part de l'entreprise et que ce n'est pas juste une offre qui tourne en boucle. Enfin, la troisième préconisation qu'on a pu faire, c'était le fait d'avoir pour l'entreprise un positionnement qui est clair. En effet, pour pouvoir recruter le candidat idéal, l'entreprise doit réussir à identifier ses valeurs, en tout cas celles qu'elle cherche à mettre en avant, afin de cibler l'offre d'emploi pour la personne qui correspondrait le mieux à ses valeurs. Donc, il faut que l'entreprise se connaisse déjà elle-même. Donc, à partir de ces trois préconisations, on a conclu un autre levier encore pour un meilleur recrutement en entreprise. C'est celui du développement de la marque employeur. Donc là également sur notre cartographie, on peut voir que cette marque employeur, elle a une influence très forte sur le recrutement. En revanche, elle est assez délicate à mettre en place parce que les entreprises n'ont pas forcément les moyens pour développer cette marque employeur. Donc là, on a pu identifier quelques outils qui peuvent être mis en place afin de rendre plus accessible ce levier. Donc ces outils, ça peut être par exemple sensibiliser les entreprises au développement de cette marque employeur par le biais des organisations professionnelles, par exemple, mobiliser des financements pour des coachings, ou enfin mettre à disposition des petites boîtes à outils qui permettraient à l'entreprise de définir ce qui est pour elle ses valeurs au sein de sa marque employeur sur quelques points clés qui seraient faciles à capitaliser et que l'entreprise pourrait faire de manière autonome et sans engager un effort important, en tout cas au départ.
Merci Rachel. Au-delà du recrutement, on sait que l'un des grands enjeux RH du secteur est de réussir à garder, à fidéliser les salariés. Nous arrivons ainsi à la 4e et dernière étape du processus, l'intégration. Anouk, peux-tu nous présenter les attentes des jeunes en la matière? Puis Rachel, quels sont les leviers à actionner côté entreprise? Oui, alors sur la dernière étape qui structure le parcours d'un jeune, on retrouve donc la dimension insertion dans l'entreprise. Dans le cadre de formation professionnelle, la découverte du monde de l'entreprise et de l'insertion en entreprise se font généralement lors de la formation, au travers d'une période de stage ou d'alternance. Et c'est une étape structurante dans le parcours d'un jeune car elle est l'aboutissement d'une orientation. La quasi-totalité des entreprises interrogées nous interpellent sur le fait qu'elles ont de fortes difficultés à recruter des jeunes formés et qualifiés. Du coup, elles sont nombreuses à faire évoluer leurs pratiques de recrutement et n'hésitent pas à sélectionner des profils non qualifiés en évaluant leur aptitude comportementale, leur motivation, pour ensuite les former sur le métier et la technique. Sinon, concernant les facteurs déterminants sur la dimension insertion d'entreprise, donc l'étude, elle révèle que les jeunes aujourd'hui sont sensibles à la qualité de l'intégration d'entreprise. Donc un UIT interrogé, soulignait le fait que quand les jeunes sont vraiment pris en charge avec un parcours, une intégration, c'est bénéfique pour tout le monde, le jeune comme pour l'entreprise. Mais aussi, ils sont sensibles aux modalités de management. Par exemple, les jeunes de la génération Z ne sont plus sensibles au côté paternalisme du chef de chantier à l'ancienne. Donc ça, il faut le garder en tête. Ils sont sensibles également aux perspectives de développement professionnel, donc le besoin d'évolution de carrière, comme on l'a cité tout à l'heure, la modernisation, la digitalisation des modalités de travail et également la représentation des jeunes que se font les employeurs. À partir de tous ces constats, l'étude met également des bonnes pratiques, telles que faciliter et favoriser l'insertion des jeunes en entreprise, par exemple avec des actions comme réaliser des immersions professionnelles encadrées par Pôle emploi. Lorsqu'une entreprise a identifié un candidat et souhaite évaluer ses compétences, par exemple, on peut mettre en place une immersion professionnelle sur une période de 8 à 15 jours qui peut être réalisée au sein d'entreprises. Mais aussi, une deuxième bonne pratique, c'est accompagner le parcours professionnel du jeune en accordant une attention particulière au choix des encadrants. Par exemple, en mettant en place un suivi très régulier de l'apprenti avec des points d'étape réguliers pour suivre du coup sa montée en compétences. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là. En effet, nous également, au sein de notre étude, on s'est rendu compte que la formation continue est un levier clé pour un meilleur recrutement en entreprise, car elle permet d'accompagner le parcours professionnel des entrants. D'ailleurs, on a remarqué lors de la description de l'employeur idéal que la possibilité d'évoluer au sein d'une entreprise est une attente forte des entrants dans le secteur du bâtiment. Donc, cet accompagnement au projet professionnel personnel du salarié, elle implique plusieurs choses. Elle implique que l'entreprise doit calibrer son organisation et ses objectifs par rapport aux salariés en face, donc avoir une relation individualisée pour chaque salarié. Et donc, l'entreprise doit construire pour cette relation individualisée des temps formels dans le parcours pour pouvoir évaluer, capitaliser, repositionner les objectifs des salariés et donc ses compétences. Par rapport à cet accompagnement du projet professionnel personnel du salarié, on a identifié 2 leviers. Un premier qui est, alors je sais, ouais, super, merci. Un premier qui est l'accompagnement au projet professionnel personnel du salarié, donc qui va consister à identifier, valoriser des compétences dans lesquelles les entrants qui lisent une offre d'emploi, en tout cas, vont pouvoir reconnaître leur projet professionnel. Alors, ce levier d'accompagnement au projet professionnel, il a une influence qui est assez forte parce que même si aujourd'hui on établit que tout le monde n'a pas un projet professionnel identifié dès le départ avec un parcours direct, on voit que les personnes en recherche d'emploi sont en attente d'une entreprise qui propose un projet en accord avec leurs objectifs à moyen terme en tout cas. Le niveau de faisabilité, par contre, pour l'entreprise est à nuancer. L'entreprise a la main sur l'accompagnement professionnel dans la description des compétences requises au moment de l'offre d'emploi.
Cependant, on se rend compte que toutes les entreprises n'ont pas les compétences RH pour qualifier leurs besoins en compétences à un instant T et d'autant moins à qualifier ces compétences dont elles auront besoin dans le futur. Donc là, 2 moyens sont proposés pour pousser le levier de l'accompagnement au projet professionnel au sein du recrutement. C'est l'accompagnement de la stratégie en ressources humaines des entreprises par les acteurs de l'emploi. Et enfin, la formation des chefs d'entreprise en ressources humaines, mais également en stratégie de développement pour avoir cette vision prospective des compétences dont ils auront besoin dans un futur. Un second levier qui a été identifié, c'est la formation des salariés. Donc là, c'est bien mettre en avant dans le process de recrutement l'évolution possible des entrants au sein des entreprises du secteur et plus particulièrement de l'entreprise qui envoie son offre de recrutement. Ce levier sur la formation continue, on voit qu'il a une influence assez forte car il permet de rassurer l'entrant en sécurisant son parcours. Et pour l'entreprise, il va permettre d'optimiser le déploiement du potentiel de la personne sur son poste. Donc, on voit que qu'il a une influence très forte lors du recrutement. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que si les entreprises du secteur sont bien outillées, elles ont surtout recours en fait aux formations obligatoires du secteur. Donc là, plusieurs moyens ont également été soulignés pour mettre en avant cette formation continue, c'est d'insuffler la culture de la formation au sein des entreprises, donc les pousser à former leurs salariés à d'autres formations que celles qui sont obligatoires, mais également mettre en place une réflexion prospective, donc il y a la veille sur des besoins d'évolution des compétences présentes en entreprise qui pourraient permettre de former les salariés sur les compétences futures et pas seulement sur les compétences dont elle a besoin à un instant T. Merci à toutes les deux. Donc, on se rend compte que les initiatives engagées par les entreprises en matière de formation continue et d'accompagnement projet professionnel se révèlent être des facteurs de fidélisation et d'intégration des salariés. Est-ce qu'il existe d'autres outils en matière de ressources humaines qui sont des leviers d'intégration? Peut-être Anouk puis Rachel, si vous pouvez compléter là-dessus. Oui, alors pour continuer sur les bonnes pratiques, par exemple, on peut citer une préconisation qui est ressortie de l'étude, qui était de créer des espaces de rencontre entre les jeunes et les entreprises afin de recréer en fait du dialogue et de faire évoluer les représentations des entreprises sur les jeunes. On manque de dialogue. Les jeunes ne se rencontrent plus, surtout actuellement. Donc, il faut des espaces d'échange et de rencontre pour faire évoluer les représentations. Et sinon, pour conclure sur les préconisations, il est aussi, je tenais à dire qu'il était vraiment aussi important de faire évoluer les pratiques RH des entreprises. Par là, on entend travailler sur l'accompagnement des entreprises dans leurs pratiques de recrutement et aussi de donner des outils pratico-pratiques pour faciliter l'intégration des jeunes, tels qu'un livret d'accueil, voilà. Ainsi que des outils pour mettre en place une politique de fidélisation des jeunes. Voilà ce que je peux dire en conclusion sur les préconisations. Sur tes propos, Anouk, sur l'évolution des pratiques RH, nous, lors des focus group, on a également pu constater une attente particulière de la part des entrants sur la posture d'écoute de leur employeur. D'ailleurs, des portraits des salariés et employeurs idéaux, on a pu tirer plusieurs constats. Le premier, c'est le rôle managérial du dirigeant est primordial pour l'intégration du salarié. Le dirigeant doit, selon les entrants, instaurer un dialogue avec les employés, faire confiance et responsabiliser les salariés, exprimer de la reconnaissance envers eux. Et cette reconnaissance, elle se traduit par une rémunération juste, mais également par la récompense orale, le fait de féliciter tout simplement le bon travail. Un deuxième constat, c'est qu'il y a un besoin de faciliter l'intégration des salariés au sein de l'organisation en leur permettant de développer leurs compétences et donc d'évoluer au sein de cette organisation. Enfin, on voit qu'il y a un besoin de savoir recevoir et rendre. En effet, c'était un peu émis par les entrants, si les salariés donnent de leur temps, donnent de leur engagement, l'employeur doit savoir donner en retour. Il ne doit pas décevoir quelqu'un qui a envie de s'investir, mais au contraire, il doit lui donner envie d'aller plus loin dans la relation.
Donc là encore, nous, on a déduit un levier, c'est celui du dialogue ou ce qu'on peut appeler la posture du manager, qui se traduit par des temps, des espaces concrets d'interaction entre l'individu salarié et l'équipe et également le manager en tant que tel. Là, l'idée est de formaliser cette relation. L'efficacité de ce levier, par contre, elle est ressortie lors du recrutement, en tout cas, comme assez moyenne, car ce n'est pas une raison principalement évoquée pour lesquelles les entrants s'intéressent au secteur. Les entrants ne viennent pas dans le secteur parce que, selon eux, les postures managériales sont intéressantes. Cependant, on voit bien que ça peut être mis en avant lors des entretiens, même lors de l'offre d'emploi. Lorsqu'on parlait d'humaniser l'offre d'emploi, c'est également ça, c'est avoir cette posture d'écoute. Aujourd'hui, on se rend compte que pour les entreprises, il y a une difficulté à formaliser cette posture d'écoute, notamment au sein de l'offre d'emploi. C'est difficile de poser des mots clairs dessus. Donc nous, pour actionner ce levier, on a proposé plusieurs moyens qui pourraient être de sensibiliser déjà les entreprises à la culture du dialogue, à la formalisation de moments d'interaction entre les individus, à bien les catégoriser, que ce soit pas juste un moment qui passe comme ça. Ensuite, c'est un autre moyen, c'est de sécuriser le jeune salarié au travers d'un dialogue qui est donc, comme je disais, bien formalisé, bien concret au sein de l'entreprise. Et enfin, de communiquer sur le dialogue existant au sein de l'entreprise. Donc, cette communication, elle découle en fait de la marque employeur. Les entreprises qui vont régulièrement interroger leurs salariés au sein de l'organisation vont pouvoir en tirer des outils pour leur marque employeur. Et à l'inverse, ce dialogue va transparaître de la marque employeur. Merci beaucoup Anouk et Rachel pour ces analyses et toutes les pistes d'action que vous nous avez proposées. Je vous propose chacune de faire un mot de conclusion avant de passer à la phase de réponse aux questions, si ça vous va. Oui, pardon. Donc pour conclure, Claire-Vie, sur l'étude sur les facteurs d'attractivité, donc sur la cible jeune, je tenais à vous dire quand même qu'il y a une dimension majeure qui a été mise en avant dans l'étude, celle de la prégnance des dynamiques partenariales locales. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'étude a identifié 2 dimensions majeures constitutives de l'attractivité. La première était les représentations sociales que les jeunes se font du secteur. Et la seconde, les différentes étapes structurantes du parcours d'un jeune, donc comme on les a vues, l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. Donc à chacune de ces étapes ont été identifiés des facteurs qui concourent ou qui font défaut à l'attractivité du secteur, ainsi que des actions ou des dispositifs du coup à mettre en place. Et les entretiens réalisés mettent en avant cette dernière dimension qui influe fortement sur les 2 premières. On peut dire aussi que le succès d'actions et des dispositifs existants ou à mettre en place dépendent réellement de l'engagement des acteurs locaux et des collaborations développées à différents niveaux. L'attractivité du secteur, on peut dire qu'elle repose sur l'engagement de tous et sur la synergie des actions. À tes derniers propos, Anouk, nous également, on a identifié que la collaboration au niveau du territoire entre les entreprises et les prescripteurs de l'emploi est un levier indispensable pour un meilleur recrutement. Elle apparaît ici sous la dénomination positionnement. C'est le positionnement de l'entreprise au sein du secteur et de l'ensemble des acteurs qui le composent, qui vont permettre un recrutement efficace. Mais on voit bien que c'est un levier qui est aujourd'hui difficile à mettre en place pour les entreprises parce que ce n'est pas justement que les entreprises qui ont un rôle à jouer dans ce positionnement qui devrait, selon nous, être fait au niveau territorial. Donc plus largement, sur la slide, vous pouvez voir tous les leviers que je vous ai présentés au fil de ce webinaire et qui sont pour nous activables pour améliorer la stratégie de recrutement des entreprises dans le secteur. Donc si je me permets de les récapituler dans l'ordre où je les ai cités, donc on y retrouve la formation initiale des pépites, les soft skills, développer la curiosité, le développement de la marque employeur, l'accompagnement du projet professionnel de l'entrant, la formation continue des salariés, le dialogue, la posture du manager et enfin le positionnement de l'entreprise et du salarié des secteurs.
Merci à toutes les deux pour ces mots de conclusion et juste pour rebondir sur tes propos, Rachel, voilà, sur tous les leviers que tu nous as présentés, notamment la question de la positionnement. Voilà, nous avons à cœur à la FFB Bretagne d'accompagner au maximum les entreprises sur ce sujet pour qu'elles améliorent leur recrutement. Voilà, c'était le petit moment promotionnel. Nous allons passer donc à la dernière séquence de ce webinaire et répondre à vos questions. Christelle, est-ce que tu as relevé des questions de la part des internautes? Oui, alors une question. La pratique courante de mal nommer les postes est-elle défavorable au recrutement et indirectement à la reconnaissance sociétale? Exemple intitulé poseur au lieu de menuisier ou monteur de réseau électrique au lieu d'électricien. Prends la parole, notamment sur la partie recrutement. Comme on disait lorsqu'on présentait la partie offre d'emploi idéale, en fait, je pense que le problème dans le recrutement de mal nommer les postes, elle est importante parce que si les entreprises ont peur de définir précisément les missions et que en plus l'offre d'emploi est mal nommée, c'est difficile, je pense, pour les personnes en recherche d'emploi de s'y retrouver. Et de ça, ils ne vont pas se reconnaître, s'identifier dans l'offre d'emploi qu'on leur propose si elle est mal nommée. Mais aussi, je pense, mais alors là, peut-être que je laisserai Anouk réagir, mais peut-être que mal nommer leur métier, leurs compétences peut être aussi mal interprété de leur part par rapport à leur représentation au sein de l'entreprise. Je sais pas trop par rapport à ça. Je laisse la parole à Anouk sur les représentations. Non, oui, il faut faire attention justement, voilà, quels termes sont utilisés pour nommer en fait les métiers, puisque comme on le voit, donc les jeunes sont vraiment très sensibles en fait aux représentations qu'ils vont donner à l'extérieur vis-à-vis de leur groupe de pairs, donc des jeunes, mais aussi de leur famille. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à comment on se positionne en tout cas là-dessus, en termes d'image. Merci pour cette question. On peut vous proposer donc peut-être un nouveau sondage donc par rapport aux 7 leviers que nous a présenté Rachel. Donc si on les récapitule, donc le positionnement, donc à savoir le lien entre les entreprises et les acteurs locaux de l'emploi, la marque employeur, la formation initiale, la formation continue, l'accompagnement au projet professionnel du salarié, le dialogue, la posture du manager et la curiosité, les soft skills. Bon, ça fait beaucoup. Quels sont, selon vous, les leviers qui vous semblent le plus efficaces? Normalement, Christelle vous a mis le sondage à l'onglet situé à droite de votre écran. Vous pouvez répondre dans la partie discussion sur voilà, lequel vous semble peut-être le plus accessible ou bien le plus accessible pour les entreprises, pour les organisations professionnelles, ou bien lequel vous semble qu'elle aura le plus d'impact sur le recrutement. On attend voilà, vos réactions sur ce point. N'hésitez pas. Et peut-être juste, voilà, en attendant les réactions, Rachel, aussi dans ton propos introductif, tu as évoqué tout le volet quantitatif que tu as fait sur les offres d'emploi. Donc, on n'a pas du tout abordé à l'occasion de ce webinaire, on n'avait pas le temps. Est-ce que peut-être tu peux nous tirer un petit peu quelques enseignements de ce volet de l'étude? Alors, volet quantitatif, en fait, on a surtout repéré que aujourd'hui, on a deux, je dirais, types de recrutement différents. D'une part, en fait, on a séparé les fonctions d'encadrement et les fonctions ouvriers. Et alors là, on s'est rendu compte que dans 74% des offres étudiées, les contrats proposés sont des contrats en intérim. Alors, à relativiser, parce que pour les ouvriers, on a 86% de contrats en intérim, alors que pour les fonctions d'encadrement, en fait, ça passe à 14%. C'est surtout des CDI qui sont proposés. Ensuite, sur la durée proposée pour ces offres d'emploi en intérim, on est sur 54% d'offres d'emploi qui sont sans précision sur leur durée. Au niveau des diplômes demandés, 61% des offres étudiées demandent un CAP. Donc là aussi, un peu à différencier entre ouvriers et fonctions d'encadrement. Pour les ouvriers, on est plus sur le BEP et le CAP, alors que pour les fonctions d'encadrement, le diplôme le plus demandé, en tout cas, est un bac plus 2 BTS DUT, en tout cas, un niveau bac plus 2.
Ensuite, au niveau de l'expérience demandée, on s'est rendu compte que 25% des offres d'emploi acceptent un niveau débutant, donc sans expérience, en tout cas sans expérience, sans année d'expérience précise. Là encore, à relativiser, puisque pour la fonction d'encadrement, on est plus sur une demande de 3 ans d'expérience, à l'inverse. Enfin, au niveau des compétences savoir-être, soft skills, qui sont le plus mentionnées dans les offres d'emploi que l'on a répertoriées, on retrouve la rigueur et l'autonomie comme top 2 des compétences les plus demandées. Et ensuite, on peut retrouver l'esprit d'équipe, le dynamisme, la motivation. Et pour les fonctions d'encadrement, l'organisation en 3e position. Voilà ce que on peut dire un peu sur ce décortiquage d'offres d'emploi, Claire. Merci Rachel. Christelle, est-ce qu'on a des questions, des réponses au sondage? Je te laisse la parole. Oui, alors une question à laquelle je laisserai Anouk répondre. Faut-il avoir peur de la notion d'expérience? Il me semble que la génération Z ne s'inscrit pas aussi durablement dans un emploi et un secteur. Alors, en effet, la génération Z, on l'appelle la génération Zling. En contrepartie, c'est quand même intéressant d'expérimenter, puisqu'il est plus intéressant pour une entreprise de prendre en stage ou en tutorat donc un jeune quelques semaines qui expérimente le métier et puis qui s'en va soit vers un autre métier du bâtiment parce que en effet son expérience ne lui a pas plu et donc il veut progresser ou même continuer donc ses études pour avoir des fonctions on va dire dirigeantes ou encadrantes plutôt en fait que de former un jeune et puis s'apercevoir qu'au bout d'une année ça ne le plaît pas et puis il s'en va vers un autre secteur que le bâtiment. Donc oui, moi je pense que c'est important quand même de garder cet aspect d'expérience, de pratique le plus rapidement possible. Et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur les jeunes. Et aujourd'hui, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de voir en quoi va consister le métier, puisqu'ils ont besoin vraiment de percevoir dans quelles conditions de travail ils vont évoluer, en sachant qu'on a quand même une image assez dévalorisée de nos métiers, comme on le disait. Donc moi, je pense quand même que c'est un plus pour tout le monde, autant pour le jeune que pour l'entreprise. Rachel, tu souhaites compléter? Alors, je complète sans compléter vraiment. En fait, moi, je voulais réagir. Je ne sais pas si c'est la façon dont la question a été posée, mais sur la question d'expérience au sein du recrutement, le besoin d'expérience, je disais tout de suite que 25% des offres qu'on avait étudiées demandaient un niveau débutant. Sur l'expérience, les entrants nous ont bien précisé que n'était pas palpable, en tout cas dans les offres d'emploi aujourd'hui, c'est que l'expérience demandée, est-ce que pour eux, l'expérience, c'est toujours faire la même chose et donc avoir fait le même métier pendant X années, ou alors est-ce qu'on parle bien de monter en compétences? Et alors là, c'est une expérience plus d'évolution, en fait, c'est de pouvoir apprendre. Donc là aussi, dans le recrutement, l'expérience est une problématique qui est, je pense, également. Christelle, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a eu des réponses par rapport aux leviers qui ont été présentés par Rachel? Oui, alors du coup, une autre question, en fait, d'Arnaud Launay en réaction. Même un CDD peut être une expérience utile aux 2 partenaires, non? Qui souhaite prendre la parole? Au micro, j'ai un petit souci technique d'ouverture de micro. Oui, je pense qu'un CDD, un stage, toute expérience est bonne à prendre. On disait également que l'expérience en dehors du secteur reste une expérience utile pour les partenaires, avoir développé des compétences de lecture de plans, mais aussi de savoir être, savoir mener une équipe, par exemple, c'est des compétences qui sont toujours. Oui, un CDD est une expérience utile, bien sûr. Rachel, Christelle, désolée. Est-ce qu'il y a peut-être, à moins qu'Anouk, tu souhaitais rebondir sur les propos de Rachel ou on poursuit sur les questions? Non, je pense qu'on peut poursuivre sur les questions, Clary. Ok. Christelle, je te laisse la parole.
Oui, alors en réponse à notre question aux participants, donc la formation continue, la marque employeur semble être les leviers, voilà, alors peut-être pas les plus accessibles s'agissant de la marque employeur, mais le plus porteur en tout cas. Et puis le dialogue également sur vos derniers commentaires. Une réaction par rapport à la période d'immersion en entreprise sans engagement réciproque. Peut-être, Anouk, tu avais évoqué dans ton intervention un peu l'immersion en entreprise. Est-ce que tu avais des exemples concrets ou d'autres éléments à nous apporter là-dessus? Non, voilà, non, c'était vraiment que l'importance, en fait, il faut que les entreprises jouent le jeu, en fait, justement, d'accueillir, en fait, des jeunes qui sont, voilà, en formation ou non, justement, pour faire découvrir leur métier. Donc, on a parlé tout à l'heure de période d'immersion. Donc, sans engagement réciproque, oui et non. Mais en tout cas, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment un plus pour le jeune mais aussi pour l'entreprise de voir si quel type de personne il est en face de lui. Donc c'est une période pour moi, enfin selon moi, de découverte pour les deux parties prenantes en tout cas. On a également de notre côté évoqué la période d'immersion. Pardon, d'entreprise, elle va permettre d'avoir un positionnement efficace. Ces périodes d'immersion, elles permettent aux candidats au candidat de tester en fait le secteur et voir s'il lui correspond. Il vaut mieux que ce test il soit fait en amont d'un contrat plutôt que une fois que la personne est recrutée au sein de l'entreprise. Donc je pense que c'est un intérêt et pour l'entreprise de pouvoir tester, de pouvoir en tout cas s'acclimater à la période, aux personnes qui candidatent, mais également d'autre part pour les possibles candidats de se rassurer sur le fait que c'est un secteur qui leur convient, un métier qui leur conviendrait aussi. Donc ces périodes d'immersion, elles sont importantes, notamment par exemple pour les personnes qui vont partir d'un secteur ou un autre, ou les nouveaux entrants qui connaissent pas encore le secteur, mais ça leur permet de s'acclimater en tout cas et de pouvoir tester. Et un recrutement, il est efficace quand il est dans la durée. Si le recrutement sert juste à faire entrer quelqu'un pour qu'ensuite 3 mois après, ils se rendent compte que ça correspond pas, on n'est pas sur un recrutement efficace, on est sur un recrutement non efficace. Parfait. Eh ben, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire, à vos questions, à vos réactions. Un grand merci à Anouk, à Rachel et à Christelle pour leur mobilisation de ce matin. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 8 avril prochain pour les assises du bâtiment organisées par la FRB Bretagne sur cette même plateforme, donc sous format digital. 3 tables rondes sur les grands enjeux du secteur où on va confronter les points de vue et réfléchir au développement du territoire, à la décarbonation de l'économie de la construction, ainsi qu'à l'attractivité des métiers du bâtiment avec notre président national Olivier Saleron, Florent Le Tourneur du cabinet en recrutement marque employeur d'Happy to Meet You. On aura également un grand témoin d'un autre secteur, un professionnel, grand restaurateur brestois, Guillaume Pape, finalisé Top Chef, ainsi qu'une entrante, Élise Pichon de l'UIT Génie Civil de Rennes. En attendant, ce webinaire est disponible en replay sur la plateforme et nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d'information. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, merci à Bonne journée. Merci à tous.